Commençons. Le conflit entre Israël et l'Iran a été très confus pour moi cette dernière semaine, n'est-ce pas? Trump a déclaré qu'il y avait un cessez-le-feu, mais aucune des deux parties n'a rien confirmé. Ensuite, l'Iran a annoncé qu'il arrêterait si Israël cessait de les bombarder avant 4 heures, quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a semblé qu'il y avait un cessez-le-feu, mais les deux camps se sont accusés mutuellement de ne pas le respecter ou quelque chose du genre. Donc, avons-nous un vrai cessez-le-feu maintenant? Il semble que oui, n'est-ce pas? Peux-tu m'expliquer toute l'histoire? Non, je ne pense pas que nous ayons un cessez-le-feu. Je pense que ce que nous avons, c'est une situation où aucune des deux parties n'attaque actuellement l'autre. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu un accord pour un cessez-le-feu. Et je pense que c'est une distinction importante. Ce que je crois s'être passé, et d'ailleurs quand vous dites que c'est confus et compliqué, je veux dire bon sang, c'est la séquence d'événements la plus complexe, en fait la plus chaotique que j'ai jamais vue. Un conflit mené de la manière la plus excentrique et la plus étrange qui soit. Mais comme je l'ai dit, pour parler de la situation actuelle, ce que j'ai compris, c'est ceci. Les Américains, les Israéliens ont contacté les Américains, les informant, c'était il y a environ une semaine, qu'Israël était à court de missiles et avait besoin que le conflit se termine rapidement. Ils faisaient pression sur les Américains pour qu'ils attaquent l'Iran. Trump avait déclaré qu'il déciderait probablement dans les 2 semaines s'il fallait attaquer l'Iran ou non. Israël a dit « Nous ne pouvons pas attendre 2 semaines. Nous devons agir maintenant, car dans 2 semaines, nous serons épuisés. » Ce n'est pas seulement que nous manquons de missiles, mais notre seul aéroport international est fermé. Nos ports sont fermés. Nos installations industrielles ne fonctionnent pas. Nous avons donc besoin que cela se termine rapidement. Trump a donc décidé d'aller de l'avant et d'attaquer l'Iran parce qu'il subissait toute cette pression. Si vous avez ensuite suivi les messages qu'il a publiés sur Truth Social au cours de cette journée incroyable, le lendemain de l'attaque, je veux dire, il a commencé à devenir de plus en plus nerveux et effrayé. Des rapports ont commencé à circuler selon lesquels les Iraniens allaient fermer le détroit d'Ormuz. Il a dit que nous devions maintenir le prix du pétrole bas, car s'il augmente, cela profitera à l'ennemi. Il a utilisé le mot « ennemi » et il parlait clairement de l'Iran. Il a ensuite publié un autre message disant « forons, forons, forons ». Nous devons forer et nous approvisionner en tout ce pétrole. Il a ensuite demandé à Marco Rubio de téléphoner à la Chine. Nous ne savons pas à qui il a parlé en Chine, d'ailleurs. Les médias américains n'en ont jamais beaucoup parlé, mais apparemment, ils ont contacté la Chine et lui ont demandé « Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander aux Iraniens de ne pas fermer le Golfe ou le détroit d'Ormuz ? Et si vous faites cela, nous n'essaierons pas d'interférer avec vos exportations de pétrole, vos importations de pétrole en provenance d'Iran. » C'est une toute autre histoire à laquelle nous reviendrons. Ensuite, les informations ont commencé à circuler, selon lesquelles les Iraniens s'apprêtaient à attaquer les bases américaines au Moyen-Orient. Mais ils ont prévenu les Américains à l'avance. Trump était donc extrêmement inquiet que la situation ne s'envenime et devienne incontrôlable, et qu'une guerre sans fin n'éclate. Et sa base devenait de plus en plus en colère et frustrée contre lui. Ensuite, on a vu son sentiment de soulagement lorsque les attaques des Iraniens contre les bases américaines se sont révélées plus symboliques que réelles, ce que tout le monde reconnaît. Même Trump lui-même l'admet. Il annonce donc, comme il le fait toujours, qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Et bien sûr, il semble qu'il n'en ait parlé ni avec les Israéliens, ni avec les Iraniens. Les Iraniens avaient toujours dit que si les Israéliens arrêtaient de les attaquer, ils cesseraient d'attaquer Israël.
Trump a donc dit aux Israéliens d'arrêter. À ce moment-là, les Israéliens étaient très mécontents. Ils n'ont pas du tout aimé la façon dont cela a été fait, car il ne fait aucun doute qu'ils espéraient que si les Américains attaquaient une fois, ils continueraient à attaquer, et que cela prolongerait la guerre. C'était leur intention. Mais quoi qu'il en soit, Trump arrive et leur dit d'arrêter. Les Iraniens apparemment ne répondent pas, ils ne sont pas en contact direct avec les Américains, mais ils n'envoient aucun message. Cependant, ils continuent de dire que s'ils ne sont pas attaqués, ils cesseront d'attaquer Israël. Israël annonce alors que les Iraniens ont rompu le cessez-le-feu et ont lancé 2 missiles contre eux et qu'ils vont attaquer l'Iran. Trump devient alors absolument furieux contre Israël, parle à Netanyahou et apparemment l'insulte, il l'insulte aussi en public, et dit à Netanyahou de rappeler ses avions et d'arrêter cela. Et le résultat, après tout cela, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où les Américains n'attaquent pas l'Iran et Israël n'attaque pas l'Iran. Et par conséquent, l'Iran n'attaque ni Israël ni les États-Unis. Mais il n'y a eu aucun accord. Je suis assez sûr d'avoir bien résumé la situation, que c'est ainsi que tout cela s'est produit. Je dois préciser que c'est l'un des rares cas où je ne me contente pas de lire les publications de Trump sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont été en contact avec moi, je ne veux pas trop en dire. Et j'ai eu, peut-être pour la première fois, des informations provenant de l'intérieur de l'administration, ce qui aide à reconstituer le puzzle. Mais voilà ce qui s'est passé. En gros, il s'est rendu compte qu'Israël était à court d'équipements militaires, que son économie était sur le point de s'effondrer et que les Israéliens, désespérés, tentaient d'impliquer les États-Unis dans une guerre sans fin, avec le détroit d'Ormuz fermé et tout cela. Il a paniqué et il a mis fin à toute l'affaire. Donc, vous pensez que Marco Rubio a contacté quelqu'un en Chine et que l'appel téléphonique disait en gros « Pouvez-vous demander aux Iraniens de ne pas fermer le détroit d'Ormuz? En échange, vous pouvez continuer à acheter du pétrole à l'Iran sans que nous vous sanctionnions. » Donc, en gros, c'est ça. C'est la version que les Américains essayent de faire passer. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé? Je pense que Marco Rubio a effectivement essayé de parler à quelqu'un en Chine. Je n'ai vu aucun rapport indiquant qu'il ait réussi à parler à Wang Yi, qui serait pourtant l'interlocuteur évident. Je ne sais pas quel message a finalement été transmis à la Chine. Je suis certain que la Chine n'a pas contacté Téhéran. Il n'y aurait de toute façon pas eu le temps. Mais les Américains, qui tiennent maintenant absolument à garder les Chinois de leur côté sur ce dossier, ne veulent pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Et ils espèrent convaincre les Chinois de prendre eux aussi des mesures pour empêcher la fermeture du détroit d'Ormuz. Ainsi, Trump a annoncé, une fois de plus unilatéralement, que les États-Unis allaient assouplir les sanctions contre l'Iran afin de permettre à l'Iran de continuer à exporter du pétrole vers la Chine. Maintenant, je veux dire, c'est ridicule parce que ces sanctions n'ont jamais été appliquées de toute façon. Je veux dire, ce n'est pas comme si les Chinois ou les Iraniens avaient prêté la moindre attention à ces sanctions. Mais bon, il a fait cette annonce. Donc, encore une fois, il ne faut pas prendre trop au sérieux ce que disent les Américains à ce sujet. Le fait est que Trump lui-même était paniqué à l'idée que les Iraniens allaient fermer le détroit d'Ormuz, et il était même prêt à supplier les Chinois d'essayer de les aider à le garder ouvert. C'est l'histoire que je raconte toujours, vous savez, que les Américains, comme ils le font avec les Russes, veulent utiliser la Chine comme un robinet qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Oui, un autre aspect déroutant, c'est cette bombe à pénétration massive. Donc, apparemment, d'abord après qu'il l'ait utilisée,
tout semblait indiquer que cela n'avait pas causé autant de dégâts qu'ils l'avaient anticipé. Mais ensuite, ils ont dit que si Trump a affirmé qu'ils avaient pratiquement détruit toutes les installations nucléaires iraniennes ou les installations souterraines, peu importe. Et même les Iraniens ont reconnu que oui, cela avait causé beaucoup de dégâts, qu'ils demandaient une compensation. Certaines personnes disent que tout cela relève un peu du théâtre, qu'ils font ça pour donner aux États-Unis une raison d'arrêter les bombardements. Est-ce vraiment ce qui se passe là-bas? C'est très confus. Eh bien, je pense qu'il y a un aspect de cela. Je pense que la préoccupation, en Iran et ailleurs, c'est que si tout le monde confirmait et acceptait que ces installations nucléaires iraniennes ont survécu à l'attaque américaine, alors Trump serait soumis à une immense pression pour reprendre les bombardements. Et pour cette raison, ils ne veulent pas lui donner de raison de le faire, parce que, je veux dire, l'Iran a déjà beaucoup souffert de cela. Nous en parlerons probablement plus en détail plus tard. Mon propre sentiment est, et encore une fois, j'ai eu des informations à ce sujet de diverses personnes ici, un cas où j'ai d'ailleurs reçu pas mal d'informations, qu'il est presque certain que les installations n'ont pas été détruites. Ce qui a probablement été gravement endommagé à l'intérieur des installations, ce sont les centrifugeuses, car elles fonctionnent selon un système de mouvement continu. Et si l'alimentation électrique est coupée et qu'il y a d'importantes vibrations, ce sont des instruments délicats qui peuvent être cassés, désalignés et subir ce genre de dommages. Mais l'Iran a déjà démontré par le passé qu'il a la capacité de produire ces centrifugeuses en masse. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas le refaire. Ainsi, quels que soient les dégâts subis par les centrifugeuses, ils pourront probablement les remplacer. Et il semble de plus en plus qu'ils ont réussi à retirer l'uranium hautement enrichi de l'installation, qu'il est toujours en leur possession, et qu'ils possèdent encore la capacité de l'enrichir davantage jusqu'au niveau nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire. Sur cette base, cette opération a échoué. Et puis, il y a encore une autre chose, je veux dire, il y a tellement de choses déroutantes. C'est cette histoire d'avion de l'Apocalypse, le E-4B Nightwatch, qu'on est censé n'utiliser que lorsque les États-Unis sont sous une attaque massive ou quelque chose comme ça. Ces avions étaient à la base aérienne d'Andrews, la Joint Base Andrews, dans le Maryland. Donc, cela donne aux gens l'impression que la situation est très grave, qu'ils en sont même à faire cela, à se préparer au pire ou quelque chose du genre. Est-ce aussi une sorte de mise en scène ou bien se prépare-t-il vraiment sérieusement à ce genre de scénario? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne savons pas, mais je vais faire l'hypothèse que c'était pas pour la galerie, car si cela avait été le cas, ils l'auraient beaucoup plus médiatisé qu'ils ne l'ont fait. Donc selon moi, au milieu de tout le reste, je veux dire, il y avait vraiment beaucoup de panique à Washington. Comme je l'ai souvent expliqué, je suis bien placé pour analyser et détecter la panique, si vous voulez. J'ai dû gérer à de nombreuses reprises, au cours de ma carrière, des personnes en état de panique. Donc je comprends bien ce phénomène et je sais en reconnaître les signes. Il y avait énormément de panique ici. Je veux dire, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils n'étaient pas sûrs de la réaction de l'Iran. Ils n'étaient pas sûrs de la réaction des autres pays. Et ils faisaient tout cela parce qu'ils avaient peur. Si vous lisez les publications de Trump sur les réseaux sociaux en cherchant des signes de panique, c'est flagrant. C'est partout dans ses publications, surtout ce jour-là en particulier. Il avait de plus en plus peur. Eh bien, cela semble très imprudent s'ils n'ont pas une bonne évaluation de ce que l'Iran va faire ou de ce que d'autres pays vont faire. Et pourtant, ils l'ont fait. Je veux dire, ils ont simplement bombardé l'Iran sans vraiment savoir. N'est-ce pas extrêmement imprudent?
Absolument. Je veux dire que c'est imprudent, totalement irresponsable. Ces mots que vous utilisez sont justes, mais ils ne sont pas assez forts. Il n'existe pas de mots suffisamment forts pour décrire à quel point tout cela était terrible. Ces personnes ne savaient absolument pas ce qu'elles faisaient. Elles se sont lancées dans quelque chose qu'elles ne maîtrisaient pas du tout. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu la moindre discussion plus large au sein de l'administration sur ce qu'ils allaient faire. Apparemment, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup de cris et tout cela. Mais il n'y a pas eu de processus de prise de décision réfléchi et approprié. Pas de véritable idée de plan de sortie, aucun objectif clair défini. Je veux dire, c'était incroyable. Et je suis sûr que vous avez vu, et je suis sûr que le peuple chinois a vu cette interview absolument, je veux dire, c'est honteux, incroyablement alarmant, de Tucker Carlson avec le sénateur américain Ted Cruz, dans laquelle il plaide pour une attaque contre l'Iran, alors qu'il ne connaît ni la taille du pays, ni la composition de sa population, ni le nombre d'habitants, ni les faits de base à son sujet. Et face à un pays dont il ne sait rien, il insiste pour que les États-Unis partent en guerre. Et pourtant, lorsque Tucker Carlson l'a souligné, il n'avait pas l'air alarmé. Il semblait que ce n'était pas grave. Donc, si je ne connais pas la population, où est le problème? On peut toujours la bombarder, l'attaquer ou quelque chose comme ça. Il ne voyait pas le problème. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Il ne voyait pas le problème. Il était furieux contre Tucker Carlson. Il était tellement en colère contre Tucker Carlson. Il n'a en aucune façon reconnu qu'il faudrait en fait prendre la peine d'apprendre quelque chose sur le pays que l'on envisage d'attaquer. C'est tout simplement incroyable en réalité. Mais toute cette affaire révèle la nature totalement chaotique du processus de prise de décision à Washington. On ne peut même plus parler de processus de prise de décision à Washington. Je pense que les gens en Chine, peut-être plus qu'ailleurs, doivent comprendre cela. On ne parle plus d'un gouvernement. Ce n'est pas ainsi qu'aucun gouvernement ne fonctionne. Ce n'est certainement pas ainsi que le gouvernement chinois fonctionne. On parle d'une sélection aléatoire de personnes, dont certaines n'occupent même pas de postes gouvernementaux. Je comprends que Mark Levin, qui était un animateur de Fox News, entrait et sortait de la Maison-Blanche et parlait à Trump. J'ai entendu dire que Laura Loomer faisait de même, et elle a quoi, 20 ans? Enfin, je ne sais pas quel âge elle a. Elle faisait la même chose. Je veux dire, il n'existe actuellement aucun gouvernement des États-Unis correctement structuré. Il y a des personnes qui occupent des postes importants. Il y a toujours un secrétaire d'État. Il y a toujours un secrétaire à la défense. Il n'y a pas de conseiller à la sécurité nationale. Je veux dire, Rubio est censé être en observation pour ce poste. Mais comment pourrait-il l'être? Et d'ailleurs, c'est juste une version extrême de la situation avec cette administration. Mais je ne pense pas que ce soit tellement mieux avec d'autres administrations. Je veux dire, nous venons tout juste de traverser une autre administration où nous savons maintenant que le président était essentiellement sénile et n'était pas capable d'assumer ses fonctions. Donc, nous n'avons plus de gouvernement fonctionnel à Washington, et cela rend incroyablement difficile de prévoir le type de décisions qui seront prises. Imaginez simplement, en Chine, il y a le Politburo, le comité permanent du Politburo, il y a le Conseil d'État. Il existe tous ces différents organes. Il y a un système structuré à travers lequel ces décisions sont prises. Elles ne sont pas prises de manière chaotique d'un jour à l'autre, avec le président qui communique ses pensées au monde sur sa propre plateforme de réseaux sociaux, qu'il possède lui-même d'ailleurs, ce qui rend la situation encore plus étrange.
Je sais qu'il est très difficile de prévoir, mais que va-t-il se passer ensuite? Je ne pense pas qu'Israël va abandonner, même s'ils savent clairement que l'Iran n'est pas une cible aussi facile qu'ils le pensaient, mais je ne pense pas qu'Israël va s'arrêter. Et puis du côté iranien, j'ai vu votre conversation avec Glenn Dixon et Meir Shemer. Donc, vous disiez, Meir Shemer disait que, du point de vue de l'Iran, ils seraient probablement beaucoup plus en sécurité s'ils avaient la bombe nucléaire. Parce que regardez la Corée du Nord, n'est-ce pas? Personne n'ose bombarder la Corée du Nord. Donc, de leur point de vue, même s'ils disent qu'ils ne le veulent pas, d'un point de vue purement pratique, il est probablement plus sûr pour eux d'en acquérir une. Alors, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Eh bien, je pense que c'est désormais une possibilité très, très réelle. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches d'une bombe nucléaire en Iran qu'il y a 3 semaines. Tous les signes, il y a 3 semaines, montraient que les Iraniens négociaient de bonne foi pour parvenir à un accord visant à limiter leur programme d'enrichissement nucléaire et qu'ils ne cherchaient pas à acquérir une bombe nucléaire. Je veux dire, c'est quelque chose dont nous n'avons pas discuté. Je crois que nous en avons parlé la semaine dernière, que cette attaque a été lancée, alors même que les négociations étaient en cours. Des négociations menées par l'Iran de bonne foi, avec les États-Unis, affirmant également que les négociations progressaient, et avec la Russie participant aussi activement en tant que tierce partie. Ainsi, les Iraniens se sont maintenant rendus compte qu'ils ne peuvent avoir aucune confiance dans les négociateurs américains. Ils ont également, et c'est catastrophique, constaté qu'ils ne pouvaient avoir aucune confiance dans l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui non seulement a fourni un prétexte totalement fallacieux pour justifier cette attaque, mais que les Iraniens pensent avoir divulgué des informations confidentielles sur les installations iraniennes à Israël et aux États-Unis, y compris l'identité et la localisation de certains scientifiques impliqués dans le programme qui ont par conséquent été assassinés. Nous avons aussi vu des menaces ouvertes d'assassinat contre le guide spirituel et politique de l'Iran. Donc, quand les Iraniens voient tout cela, ils vont évidemment se dire qu'ils doivent acquérir l'arme nucléaire parce que ces gens sont déloyaux. Nous ne pouvons pas négocier avec eux. Et ils sont fous. Ils veulent nous détruire. Maintenant, je ne veux pas voir l'Iran acquérir des armes nucléaires. Je veux que ce soit absolument clair. Je pense que ce serait quelque chose de très dangereux. Ce serait le début de la fin de tout le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de tout ce qu'il représente. Je ne pense pas que la Chine veuille voir cela arriver. J'ai évoqué dans plusieurs émissions qu'il y a eu une réunion clé à Qingdao des ministres de la Défense de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je suis sûr que c'était une réunion prévue depuis très très longtemps. Je ne pense pas qu'elle ait été organisée en lien avec ces événements, mais il était opportun qu'elle ait lieu là-bas. Je pense que le ministre chinois de la Défense a présidé la réunion. Le ministre iranien de la Défense était présent. Je pense que les Chinois, certainement, et les Russes aussi, auront dit au ministre iranien de la Défense, « Écoutez, nous comprenons vos préoccupations. Nous comprenons tout ce qui s'est passé, mais nous ne voulons toujours pas que l'Iran développe une arme nucléaire. Que pouvons-nous faire pour aider l'Iran, dans la mesure du raisonnable, afin de vous dissuader de le faire? » Et je soupçonne que ces discussions ont eu lieu. Ce n'est pas que les Chinois et les Russes veulent s'impliquer dans un conflit de ce genre. C'est que, comme je l'ai dit, ils comprennent probablement, alors que les Américains et les Israéliens, apparemment non, que les Iraniens ont désormais toutes les raisons d'aller de l'avant avec un programme d'armes nucléaires.
Oui, je veux dire, c'est justement de ça que parlent les internautes chinois, non? Ils en discutent depuis un moment. Par exemple, si les États-Unis accusent un pays de posséder une arme de destruction massive, il vaut mieux l'avoir. Tu sais, il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Oui. Oui, absolument. Je veux dire, la Corée du Nord. D'ailleurs, la Chine a tout fait pour dissuader la Corée du Nord de se doter de l'arme nucléaire. Il y a eu des négociations. Et encore une fois, les Américains ont agi avec une incroyable mauvaise foi. Ils étaient même parvenus à un accord avec la Corée du Nord dans les années 1990. Si la Corée du Nord abandonnait son programme d'armes nucléaires, les États-Unis fourniraient à la Corée du Nord des réacteurs nucléaires civils et lèveraient les sanctions. Les Nord-Coréens ont accepté et ont détruit toutes les installations qu'ils avaient construites et qui auraient pu leur permettre d'acquérir l'arme nucléaire. Dès que cela s'est produit, les Américains sont revenus sur leurs paroles et ont commencé à parler ouvertement de changement de régime. C'est cela qui a poussé la Corée du Nord, contre la volonté sincère de la Chine, à se doter de l'arme nucléaire. Il se pourrait très bien qu'il en soit de même avec l'Iran. Et gardez à l'esprit que l'Iran et la Corée du Nord sont de proches alliés. Oui, à chaque fois. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de voie raisonnable aux États-Unis. Tu sais, il y a des tentatives pour essayer de parvenir à un accord, mais il y a toujours des forces plus puissantes qui le détruisent. Ils font toujours ça. Ils sabotent tout. Oui, absolument. 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 Lawrence Wilkerson, vous savez le lieutenant-colonel Lawrence Wilkerson, qui était le chef de cabinet de Colin Powell, un homme sain d'esprit et très respectable, qui a participé à de nombreuses discussions sous George H.W. Bush, George W. Bush, Obama et tous ces gens. Il a été impliqué dans le gouvernement américain. Il dit qu'une autre chose qu'on ne peut tout simplement pas comprendre, c'est à quel point ces personnes qui réclament la guerre sont grossières et agressives. Comment elles crient, frappent du pied, jurent. Il dit que quiconque n'a pas été exposé à cela ne peut pas comprendre à quel point ces gens sont fous et à quel point il est difficile de les contrôler si jamais on les rencontre. Oui, à propos de cette organisation de Shanghai, une organisation de coopération pour une réunion ministérielle, on n'en parle pas beaucoup dans les médias occidentaux, n'est-ce pas? Non. Donc vous pensez qu'ils ont... Ce n'est absolument pas rapporté. Je peux vous ramener exactement qui sortent à sujet. Oui, donc j'ai aussi l'impression que c'est assez opportun, même si c'était prévu depuis longtemps. Donc tu penses qu'il n'y a pas eu de déclaration conjointe, principalement parce que l'Inde n'était pas satisfaite de l'absence de mention de l'attentat terroriste? En gros, il voulait critiquer le Pakistan, donc il n'y a pas eu de déclaration conjointe. Mais j'aimerais savoir, selon toi, quel était le principal sujet de discussion? Est-ce que c'était la situation au Moyen-Orient, entre autres? C'est comme ça que tu le vois? Oui, je suis sûr qu'ils ont discuté de beaucoup de choses, mais je n'ai absolument aucun doute que le sujet principal était la situation au Moyen-Orient. Et je dois dire une chose, je pense que justement parce que la discussion portait principalement sur le Moyen-Orient, personne n'aurait vraiment eu envie de publier une déclaration finale, car ils ne voudraient pas révéler trop de ce qu'ils se sont dit à un moment aussi tendu. Mais je n'ai aucun doute que c'est surtout de cela qu'ils ont parlé, et que c'était de loin la plus grande priorité. Nous parlons d'une guerre, après tout. Nous parlons de l'Inde et du Pakistan. Je pense encore une fois que les Chinois et les Russes, et nous savons que les Russes ont eu une longue réunion avec les Indiens lors de cette rencontre d'ailleurs. TASS a publié un rapport. Les Chinois et les Russes auront travaillé très très dur pour amener les Pakistanais et les Indiens à dialoguer. Donc je pense
que cela faisait peut-être partie de ce qui se passait. Mais comme je l'ai dit, il s'agissait surtout du Moyen-Orient, car c'est là que réside le danger aujourd'hui. Et pendant ce temps, alors que cette réunion avait lieu, l'OTAN tenait également un sommet à La Haye, n'est-ce pas? Il s'y passait pas mal de choses. Tout d'abord, Trump ne semblait pas totalement engagé envers l'article 5, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, quel est votre avis là-dessus? Eh bien, c'est très intéressant, parce que nous avons évoqué ce qui fut sans aucun doute une réunion de fond qui s'est tenue en Chine, entre ministres de la Défense. Une réunion très très discrète, mais où l'on peut être certain que des sujets très très sérieux ont été abordés. Et puis, on compare cela avec la réunion de l'OTAN. C'est partout à la télévision, des quantités énormes de déclarations bizarres et extraordinaires, et pratiquement aucune discussion sur quoi que ce soit. Cette réunion n'était que du théâtre, du début à la fin, et tout tournait autour de Donald Trump. Donc Donald Trump arrive, il atterrit à La Haye avec son entourage à bord d'Air Force One, les médias sont là, et il dit, eh bien, vous savez, l'article 5, eh bien, c'est à vous de voir. On peut l'interpréter de toutes sortes de façons. Qui sait vraiment ce que cela signifie? Cela peut vouloir dire une chose dans une situation et quelque chose de complètement différent dans une autre. Je veux dire, il fait ça tout le temps. Il parle et réfléchit à voix haute, d'une manière qui inquiète et effraie tout le monde. Ensuite, il se retrouve à La Haye. Il est entouré d'une sorte de flagornerie qui est tout simplement embarrassante. Je veux dire, n'oublions pas que nous parlons des dirigeants de ce qui était, de mon vivant, de grandes nations européennes. Le Royaume-Uni était, je veux dire, j'ai connu pendant les 4 premières années de ma vie, Winston Churchill était encore en vie. Je me souviens du général de Gaulle qui dirigeait la France. Je me souviens de Konrad Adenauer, de Willy Brandt et de Helmut Schmidt qui dirigeaient autrefois l'Allemagne. Et toutes ces personnes, vous savez, se prosternent et s'inclinent devant Donald Trump. Franchement, c'est révoltant. C'était vraiment affreux. Et ils lui disent qu'ils vont augmenter les dépenses de défense à 5% d'ici 2035. Aucun d'entre eux n'a la moindre intention de le faire, car ils savent que c'est impossible. Les Russes s'en sont moqués. Ils disent, vous parlez de la menace imminente que nous représentons, mais vous n'augmenterez vos dépenses de défense à 5% qu'en 2035. Que sommes-nous censés faire pendant ces 10 années? Sommes-nous censés rester les bras croisés? Ou peut-être qu'en réalité, vous ne pensez pas vraiment que nous allons vous attaquer. Les médias russes s'en donnent à cœur joie avec tout cela d'ailleurs. Donc un sommet totalement vide, creux. Si cette réunion de l'OTAN était censée prouver la force de l'OTAN, elle a fait exactement l'inverse. Elle a montré à quel point elle est faible. Il n'y a eu aucune décision politique, aucun plan, aucune tentative réelle de traiter les questions concernant l'Ukraine, aucune discussion sérieuse sur la situation au Moyen-Orient, rien. C'était embarrassant. Eh bien, est-ce pour cela que, vous savez, le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont appelés les 4 de l'Indo-Pacifique ou les IP4? Normalement, ils sont toujours invités à la réunion de l'OTAN, mais cette fois, seule la Nouvelle-Zélande y est allée. Les autres pays, le Japon, la Corée et l'Australie, ne se sont pas présentés. Je suppose que c'est la raison. Maintenant, nous savons pourquoi ils ne voulaient pas venir. Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés. Quel aurait été l'intérêt d'y aller? Il est néanmoins très très intéressant qu'ils aient décidé de ne pas y aller. Je veux dire, ils n'ont même pas fait semblant de montrer une unité de façade. Et cela suggère qu'il y a des divisions croissantes
Et il y a de plus en plus d'indices maintenant, notamment au Japon, que les mentalités évoluent. Et avec le nouveau président en Corée du Sud, il se pourrait que les mentalités changent aussi en Corée du Sud. Mais j'ai de plus en plus le sentiment que les pays asiatiques regardent ce chaos et se disent « restons bien à l'écart ». Nous ne voulons être impliqués ni dans ce que font les Américains, ni dans ce que font les Européens. Ces gens ont perdu la raison. Maintenant, en ce qui concerne cet engagement de 5% du PIB, j'ai aussi l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment consacrer 5% de leur PIB. Dans ce cas, la meilleure façon d'éviter de dépenser autant d'argent pour l'armée serait d'essayer d'obtenir la paix, non? Donc, s'ils ne veulent pas dépenser cet argent, pourquoi ne concluent-ils pas un accord de paix et n'entretiennent-ils pas de bonnes relations avec la Russie? Cela leur permettrait d'économiser l'argent qu'ils devraient autrement dépenser, non? Oui, vous êtes à nouveau parfaitement rationnel. C'est une question rationnelle. Ce n'est pas seulement une question rationnelle, c'est la réponse rationnelle à la crise actuelle. Nous traversons une grave crise budgétaire en Europe. Le gouvernement britannique, d'ailleurs, le Premier ministre semble sur le point de tomber parce que le Parlement, le Parti travailliste, son propre parti, rejette des éléments clés de son programme économique. Des problèmes similaires commencent également à apparaître en Allemagne. On pourrait penser qu'en pleine crise budgétaire et en période de tension économique, la dernière chose que les gouvernements devraient faire serait de parler de dépenser des sommes colossales que l'Europe n'a pas pour des armes inabordables qu'elle n'utilisera jamais. Et absolument, pourquoi ne pas engager de véritables négociations avec les Russes, comme il y a quelques semaines? Il a été suggéré que, je me souviens que cela s'est produit. Je veux dire, Sanchez, qui est le seul dirigeant d'une grande puissance européenne à avoir conservé un certain degré de rationalité, a dit « Écoutez, il est temps que nous commencions réellement à parler aux Russes, nommant un haut représentant. » Et c'est le seul qui, lors de ce sommet de l'OTAN, a déclaré « Pourquoi parlons-nous de 5% du PIB pour les dépenses de défense ?» Nous savons tous que ce n'est pas tenable. Bref, lorsqu'il a suggéré de nommer un représentant de l'Europe pour contacter les Russes, il y a eu une dispute. Kaja Kallas, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, si l'on peut dire, a insisté pour que ce soit elle. Tout le monde a convenu que c'était ridicule, compte tenu de ses opinions bien connues sur la Russie. Emmanuel Macron s'est alors proposé. Bien sûr, tout le monde était d'accord. Et qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait depuis? Je veux dire, ça remonte à environ 3 mois. Est-ce qu'il a contacté les Russes? Est-ce qu'il a parlé à Poutine? Est-ce qu'il s'est rendu à Moscou? Est-ce qu'il est allé en Chine pour discuter de la situation en Europe, ce qui pourrait être une bonne idée? Et a-t-il suggéré une rencontre, disons avec un représentant français, pour examiner ce problème avec l'envoyé spécial chinois pour la paix? Non, ils n'ont absolument rien fait. Au lieu de faire un effort sérieux pour essayer d'avancer vers une quelconque solution ou un dialogue avec les Russes, ils continuent de parler de la menace russe. Et ils continuent de faire des promesses fantaisistes à Trump pour le satisfaire, en promettant de consacrer 5% du PIB à la défense. Des promesses qu'ils n'ont pas l'intention de tenir. Encore une fois, c'est honteux. Les Chinois devraient peut-être aussi savoir à quel point c'est profondément humiliant pour beaucoup de gens en Europe d'avoir une classe dirigeante qui se comporte de cette façon. J'ai l'impression que tout le monde veut que les États-Unis s'engagent dans des guerres avec quelqu'un, parce que je pense que les Européens préfèrent largement que les États-Unis affrontent directement les Russes, pour ne pas avoir à le faire eux-mêmes. N'est-ce pas? Je pense que c'est ce qu'ils souhaitent. Et bien sûr, les Israéliens veulent que les États-Unis s'impliquent pour combattre les Iraniens.
Et il est également bien connu en Chine que le Japon préférerait que les États-Unis affrontent la Chine. Vous savez, si les États-Unis et la Chine entraient en conflit, le Japon en serait le bénéficiaire. Donc partout, on voit que les gens veulent que les États-Unis s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Vous ne trouvez pas? C'est tout à fait exact. Tout le monde le sait, parce que tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas gagner aucune de ces guerres seuls. Israël ne peut pas vaincre l'Iran. Je veux dire, cela est devenu absolument évident. La seule façon pour Israël de vaincre l'Iran, c'est de faire ce que Mearsheimer a dit dans ce programme que vous avez regardé, utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. C'est la seule façon pour Israël de vaincre l'Iran. Cela est devenu absolument clair pendant cette guerre de 12 jours. Les missiles iraniens passaient et causaient des dégâts de plus en plus importants à Israël. L'Europe ne peut pas combattre la Russie. Le conflit ukrainien l'a rendu absolument évident. Encore une fois, pour se rendre compte à quel point la situation est totalement surréaliste. Les Britanniques se disputent entre eux parce que le Premier ministre veut acheter 12 avions de chasse F-35A aux États-Unis. Et cela est censé entraîner une augmentation massive des capacités de la Royal Air Force. Les Russes ajoutent environ 12 avions de chasse à leur force aérienne chaque mois. Je ne parle même pas de ce que fait la Chine, qui, j'en suis sûr, représente plusieurs fois ce chiffre. Donc ils ne peuvent pas combattre les Russes, et le Japon ne peut pas combattre la Chine. Je veux dire, ils n'ont pas pu vaincre la Chine dans les années 1930 et 1940, alors que le Japon, par rapport à la Chine, était bien plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre la Chine. Ainsi, tous ces pays veulent exactement, comme vous l'avez dit, que les États-Unis se battent à leur place. Ce qu'ils n'ont pas encore tous compris, c'est que les États-Unis ne peuvent pas non plus le faire. Si vous examinez et recherchez la réalité de l'armée américaine, elle présente bon nombre des mêmes problèmes que les armées d'Europe, d'Israël et du Japon. Elle est plus grande, plus puissante, mais ce n'est plus la force qu'elle était. Eh bien, malheureusement, à Washington, il y a des faucons. Il existe un groupe de personnes qui détestent absolument la Russie. Ils veulent presque une guerre directe avec la Russie. Et puis, il y a certainement un groupe de personnes qui veulent combattre les Iraniens, et beaucoup d'entre eux détestent la Chine. Et certains se recoupent probablement. Donc, les faucons aux États-Unis ne comprennent pas vraiment que les États-Unis ne peuvent pas mener ces guerres, n'est-ce pas? Ils travaillent constamment à entraîner les États-Unis dans des guerres ici et là. Vous voyez, c'est ça la partie dangereuse, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. Maintenant, encore une fois, cela peut surprendre les gens en Chine. Mais moi, ainsi que mon ami Brian Berletic, nous passons des heures chaque semaine à parcourir tout le matériel épouvantable que produisent ces groupes de réflexion aux États-Unis, ainsi que tous les magazines de politique étrangère, Foreign Policy, Foreign Affairs, The National Interest. Et ce que l'on découvre, c'est que ces personnes qui prônent constamment la guerre n'ont absolument aucune idée du véritable niveau des capacités américaines. Ils partent du principe qu'il est infini. Ils partent du principe que les États-Unis sont tellement puissants qu'ils peuvent tout faire. Il ne leur vient jamais à l'esprit que ce n'est plus le cas. Ils n'en parlent jamais. Ils n'évoquent jamais toutes les choses qu'un pays qui réfléchit vraiment à la guerre doit prendre en compte. La taille et la qualité de ses forces armées, le niveau d'entraînement des troupes, leur morale, le nombre de chars, le nombre de véhicules blindés, le nombre d'obus, et la capacité industrielle qui soutient tout cela. Ils ne discutent ni ne débattent jamais de tout cela, pas plus qu'ils ne discutent de stratégies plus larges ou plus profondes. C'est extraordinaire, mais c'est la vérité.
Eh bien, je viens de voir une interview. Kim Iverson interviewait un homme nommé Martin Armstrong. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Oui, je le connais. Oui, d'accord. Donc, il est célèbre pour avoir prédit avec précision de grands événements, n'est-ce pas, comme l'éclatement de la bulle immobilière au Japon à la fin des années 80, puis en 1998, le problème russe, enfin, soviétique, tu sais, l'effondrement économique et tout ça. Donc, une chose qu'il disait, c'est que parce qu'il a ce modèle informatique alimenté par l'IA pour faire ce genre de prédiction, le modèle appelé Socrates, il dit que son modèle lui indique que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Il a dit que les répercussions du conflit ukrainien allaient continuer, et bien sûr, ce qui se passe en Iran et au Moyen-Orient aggrave la situation. Ce n'est plus seulement une affaire régionale, mais mondiale. Voilà donc sa prédiction. Espérons qu'il se trompe. Mais tu sais, il a déjà été précis dans le passé pour de nombreux événements. Oui, j'ai rencontré Martin Armstrong. Je l'ai même interviewé. Nous avons une fois fait une émission avec lui sur The Duran. Et c'est vraiment un homme très très intelligent. Mais vous savez, il a raison sur beaucoup de choses, et je crains qu'il ne se trompe aussi sur pas mal d'autres. Et je pense, encore une fois, que ce que l'on constate souvent, c'est qu'il reflète beaucoup des pathologies des Américains, à savoir qu'ils voient toujours tout en termes de conflits et de guerre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à ce sujet. Les Occidentaux voient toujours les choses en termes de pouvoir, les Chinois non. Et lui, il le fait absolument. Donc, il est tout à fait vrai que les États-Unis vont subir une humiliation et un revers massif dans le conflit en Ukraine. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais cela ne veut pas dire que pour autant, nous sommes en Troisième Guerre mondiale ou quoi que ce soit de ce genre. Tout dépendra au final de la façon dont les États-Unis réagiront. Les Américains se persuadent toujours que s'ils montrent de la faiblesse, les autres en profiteront, car ils sont toujours convaincus que tout le monde dans le monde leur en veut d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, la Chine meurt d'envie de s'en prendre aux États-Unis, la Russie ne pense qu'à la conquête de l'Europe, et même de l'Arctique, et tout le reste, et que l'Iran veut anéantir Israël. Il ne leur vient jamais à l'esprit que les peuples de ces pays n'ont aucun de ces projets. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles, vivre en paix pour pouvoir développer leur propre société. Et si les États-Unis les laissaient tranquilles, ils en seraient absolument ravis. Et les États-Unis découvriraient qu'ils sont eux aussi en paix. Donc vous savez, je ne crois pas à l'argument du type « nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale ». Je l'entends tout le temps d'ailleurs. Eh bien, encore une fois, nous en avons déjà parlé. J'ai juste l'impression que, bien souvent, ne rien faire est une option. On dirait que les États-Unis et les Européens ne peuvent tout simplement pas rester en retrait. D'accord, laisser les choses tranquilles. Ce qui se passe en Chine entre le continent et Taïwan, c'est leur affaire. Nous n'avons pas besoin de nous en mêler. Il faut laisser les gens, dans différentes parties du monde, s'il y a un conflit, le régler eux-mêmes. Mais ils ne semblent pas considérer cela comme une option. Rester à l'écart n'est pas une option pour eux. Ils doivent toujours faire quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, absolument, car vous avez tout à fait raison. Mais puis-je d'ailleurs, juste pour le redire encore une fois, vous avez tout à fait raison. La non-action, le choix délibéré de ne pas agir, est une décision tout à fait légitime, et d'ailleurs, dans la plupart des cas, la bonne option. Maintenant, cependant, n'est-ce pas quelque chose que culturellement, la Chine est bien mieux à même de comprendre que l'Occident? Je veux dire, je vous pose la question parce que vous me l'avez posée en tant que Chinois. Mais n'est-ce pas très cohérent, encore une fois, avec la culture chinoise, dont bien sûr vous êtes un représentant, que les Chinois ont toujours compris cela?
C'est fondamental dans leur philosophie, dans leur art de gouverner, que l'on n'a pas besoin de s'agiter en permanence pour faire des choses et tout réparer partout. Trying to do things and fix things everywhere, and that that's a waste of energy. Et c'est un gaspillage d'énergie et de temps. Au contraire, cela aggrave les choses. En Occident, nous ne sommes pas comme ça. Nous pensons qu'il faut être impliqué et actif en permanence, car si nous ne le sommes pas, nous supposons que quelqu'un d'autre le sera, car c'est l'histoire de l'Europe. À moins que quelqu'un ne fasse quelque chose, quelqu'un d'autre fera quelque chose contre vous, ce qui aura des conséquences négatives pour vous. Nous avons donc un ADN culturel différent, et on ne peut malheureusement pas trop insister là-dessus. L'ADN de l'Europe, malheureusement, lorsqu'il est superposé au reste du monde, est un ADN presque conçu pour générer des conflits plutôt que pour les résoudre. Oui, je veux dire, tout au long de l'histoire chinoise, il y a toujours une évaluation d'un certain empereur. Et ne pas faire quelque chose n'est pas considéré comme signifiant que l'empereur est inutile ou faible. Ne pas faire quelque chose est considéré comme une forme de vertu. Cela signifie que, sous le règne de cet empereur, c'était paisible. Il n'y avait pas beaucoup de conflits ou de choses de ce genre. Alors que, comme tu l'as dit, je t'ai dit, n'est-ce pas, qu'Obama admire toujours le fait que Lincoln ait été un président de guerre. Donc c'est presque comme s'il devait être un président de guerre pour prouver quelque chose. Je veux dire, pourquoi? Eh bien, exactement. D'accord, parlons un peu de cette élection à New York, l'élection municipale, qui est une primaire, n'est-ce pas, au sein du Parti démocrate. Donc il y a ce type, Satran Mamdani, qui apparemment a surpris tout le monde parce qu'au début, ses intentions de vote étaient, vous savez, à un chiffre. Mais jusqu'au moment de l'élection, je crois il était toujours derrière Andrew Cuomo dans les sondages, mais ensuite, il l'a battu, non? Quel est ton avis sur tout ça? Il soutient clairement les Palestiniens, où il a été très critique envers ce que faisait Israël. Et puis pendant ce débat, je suis sûre que tu as vu qu'ils ont même posé une question. Pourquoi demander lors d'une élection municipale à New York, quel pays tu vas visiter en premier? Et c'est lui qui a répondu, je reste à New York, n'est-ce pas? Mais malgré tout ça, il a quand même gagné. Certains disent qu'il va contrarier l'AIPAC ou autre, mais il a finalement gagné, de façon surprenante. Alors, quel est ton avis là-dessus? Eh bien, tout d'abord, je dois dire qu'il m'a semblé être une personnalité politique très accomplie. Il semblait également dire des choses assez différentes et inhabituelles. Et il parle d'être socialiste, tout cela, et a proposé des idées qui semblaient effectivement destinées à répondre à certains des nombreux problèmes auxquels les habitants de New York sont confrontés dans leur vie quotidienne. Il ne m'a pas semblé particulièrement radical, ni vouloir changer entièrement le système politique ou transformer ou révolutionner les États-Unis. Mais au lieu de réagir calmement à cette évolution, le système politique américain fait une crise de nerfs. Et cela montre à quel point ce système est devenu incroyablement fragile, à quel point il sent qu'il est en train de perdre la confiance du peuple américain, qu'une personne venant de l'extérieur, perçue comme raisonnable et saine d'esprit, doit malgré tout être écrasée, battue, salie, discréditée et reléguée aux marges, et surtout ne doit absolument pas devenir maire de New York. Alors, on ressort des lois macarthistes des années 1950 pour essayer de l'exclure. Apparemment, cela a réellement été suggéré. Je veux dire, des choses insensées. Cela montre à quel point la classe politique américaine est désormais devenue une oligarchie qui n'aime pas les gens venus de l'extérieur avec des idées intéressantes. Je ne dis pas qu'il ferait un bon maire. Je ne pense pas qu'il sera un mauvais maire. Je ne sais rien de lui. Je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à la semaine dernière.
Mais au lieu de respecter le processus politique et de formuler des arguments cohérents contre lui au cours de ce processus, on voit toutes les composantes du système politique. L'establishment démocrate, l'establishment républicain, la plupart des médias. Tous se serrent les coudes pour essayer de l'évincer parce qu'ils s'immiscent dans le monopole de l'action politique que détient aujourd'hui cette classe politique profondément discréditée, impopulaire, corrompue et oligarchique. Cela m'a beaucoup rappelé la réaction en Grande-Bretagne à l'émergence de Jeremy Corbyn en 2015, lorsqu'il est apparu comme chef du Parti travailliste. Vous voyez, il y a une chose que... Je veux dire, je ne devrais plus être surpris maintenant. Andrew Cuomo, n'est-ce pas? Il avait de grands noms comme Bill Clinton et Michael Bloomberg. Vous savez, ils l'ont tous soutenu, l'ont appuyé, l'ont adoubé. Il a démissionné de son poste de gouverneur de New York dans la disgrâce, n'est-ce pas? Il a eu de multiples scandales et pourtant l'establishment n'a aucun problème à le soutenir. Alors, peut-on dire aujourd'hui, dans l'environnement politique actuel aux États-Unis, que les scandales n'ont plus d'importance? Non, parce qu'il fait partie d'eux. Je veux dire, tu sais, le fait est que, même s'il a un peu dépassé les bornes, au final, il fait partie du même groupe oligarchique que tous les autres. Donc être maire de New York, c'est presque un droit pour lui. Je veux dire, bien sûr qu'il ne s'oppose pas au fait qu'il ait eu des scandales, de la corruption et tout ce genre de choses, parce qu'au final, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il appartient au cercle fermé qui détient le pouvoir en Amérique, dans son propre intérêt au final, plutôt que dans celui du peuple américain. Je vais dire quelque chose, et c'est quelque chose qui, encore une fois, mérite peut-être d'être expliqué. Car la Grèce, dans laquelle je suis né dans les années 1960, était profondément corrompue. Et elle est restée profondément corrompue pendant la majeure partie de ma vie. Et elle continue de l'être dans certains endroits aujourd'hui. Et l'une des choses que je peux dire, et je peux le dire en toute connaissance de cause, c'est que dans un système corrompu, où la corruption est devenue le principe organisateur, les gens ne vous aiment pas si vous êtes honnête. Il faut être corrompu comme les autres pour être accepté par eux. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas vivre en Grèce et de rejeter toutes les tentatives, et il y en a eu beaucoup, de me convaincre de m'impliquer dans la politique grecque, c'était précisément pour cette raison. Je veux dire, des gens sont venus me voir et m'ont dit, « Écoute, tu sais, c'est bien, tu sais, et en plus tu seras payé tant d'argent, et on te donnera aussi des enveloppes avec de l'argent liquide à l'intérieur. » Et j'ai répondu, « Je ne veux pas d'enveloppe, je ne veux pas de ça, je ne veux pas être payé de cette manière. » Et bien sûr, cela a immédiatement rendu les gens méfiants à mon égard. Donc, le fait que Andrew Cuomo ait ce parcours, du point de vue de la classe politique, c'est un avantage. Ce n'est pas un problème. Au fait, que penses-tu du népotisme? Andrew Cuomo, en partie, c'est parce qu'il vient d'une famille politique. Son père, je crois, était aussi gouverneur de New York. Donc le népotisme est très courant aux États-Unis, mais il est en fait assez répandu en Chine également. En Chine, il y a deux façons d'atteindre le sommet. Deux parcours, pourrait-on dire. Il y a les princes héritiers, puis il y a la Ligue de la jeunesse. Ainsi, Xi Jinping est un prince héritier. Son père faisait partie de la première génération de dirigeants. Et je dirais que c'est un bon président. Je pense que la plupart des Chinois seraient d'accord pour dire qu'il a fait un travail remarquable. L'autre voie est celle des gens ordinaires, la Ligue de la jeunesse, où l'on s'engage très tôt et où l'on rejoint la Ligue de la jeunesse. La Ligue de la jeunesse commence à l'école primaire.
On peut commencer à l'école primaire avec le foulard rouge, puis au collège, on peut rejoindre la Ligue de la jeunesse. La plupart des activités ont lieu dans différentes universités. Ainsi, d'anciens présidents comme Hu Jintao et Jiang Zemin étaient tous deux très actifs dans les organisations de la Ligue de la jeunesse de leurs universités. Et c'est ainsi qu'ils ont été promus. Vous voyez donc, il y a ces deux parcours. En Chine, les gens n'ont en fait pas trop de problèmes avec le népotisme en soi, même si cela reste parfois controversé. Maintenant, nous savons que George W. Bush est clairement un exemple de népotisme. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Et il a été un président épouvantable. Je pense qu'il est nul. Je suis donc simplement curieux. Qu'en pensez-vous? Vous venez aussi d'une famille politique, n'est-ce pas? How do you feel? You're coming from a political family too, right? Well, absolutely. I mean, in Greece again. I mean, Eh bien, absolument. Je veux dire, en Grèce, encore une fois, le népotisme est une composante absolument essentielle de la société. Si j'avais décidé de me lancer en politique grecque, je serais automatiquement devenu membre du Parlement grec. C'est un fait. J'aurais presque certainement été nommé ministre important au sein du gouvernement grec. Là encore, c'est une évidence, même si j'avais été complètement incompétent, car c'est la nature du système. La politique grecque tourne autour du népotisme. Notre Premier ministre actuel, M. Mitsotakis, vient d'une importante dynastie politique basée sur l'île de Crète. Son père était Premier ministre. Son principal rival au sein du parti, un homme nommé M. Karamanlis. Son père était également Premier ministre. His father was prime minister. As I said, you find this. It's almost impossible. Comme je l'ai dit, il est presque impossible en Grèce de réussir en politique à moins d'appartenir à ce réseau de familles, dont, comme je l'ai mentionné, la mienne fait partie, qui contrôle la politique grecque, et ce depuis la fin du XIXe siècle. Je pense que la Chine est fondamentalement différente. Je pense d'ailleurs que le système américain commence à ressembler au système grec. Mais je pense que la Chine est profondément différente. Je veux dire que, tout d'abord, en Chine, il existe un rapport à la famille très différent, dans le sens où au sein du système familial chinois, il y a un sens des obligations, vous savez, du père envers le fils et du fils envers le père. Je pense qu'en Chine, oui, on les appelle les princelings. Je crois d'ailleurs que c'est un terme occidental, je ne sais pas si c'est un terme chinois. We call them princelings. I think that's a Western term, actually. I don't know whether it's a Chinese term. But the point is that there were the original. Mais le fait est, il y avait les vétérans d'origine qui ont créé le Parti communiste chinois et l'Armée populaire de libération qui ont fait la révolution. Et leurs enfants ressentent un devoir filial, si l'on veut, de faire avancer ce processus. C'est pourquoi, en fait, mon impression personnelle est que certaines des meilleures personnes en Chine viennent de ce milieu, et pas seulement Xi Jinping d'ailleurs. Ils ne sont pas là en tant que groupe, au sein du système politique, pour exclure les autres. C'est plutôt qu'ils ont un sentiment d'obligation de faire avancer le processus, de faire avancer la Chine, parce que c'est ce que leur père et leur grand-père, ou dans certains cas, leur mère aussi, car le Parti communiste comptait effectivement de nombreuses militantes, avaient fait. Did actually have lots of women activists, and so did the People's Liberation Army, by the way. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de l'Armée populaire de libération, juste pour le mentionner. Mais vous savez, ils ont ce sentiment que c'est la tradition, que c'est ce que nous devons faire. Nous avons le devoir de faire avancer les choses. Donc si vous voulez, c'est la différence entre un devoir et un droit. En Grèce, et de plus en plus aux États-Unis, c'est votre droit, si vous appartenez à une certaine famille politique, de prendre votre place dans le système politique. En Chine, c'est votre obligation de le faire, afin de faire avancer le processus d'une certaine manière. Et comme vous l'avez justement dit, le système est bien plus ouvert. En Grèce, il ne l'est pas du tout d'ailleurs. Aux États-Unis, il ne le sera bientôt plus non plus. Oui. Et quand j'y pense, Xi Jinping n'est pas arrivé là où il est uniquement parce qu'il est le fils d'un prince. Il a quand même dû faire ses preuves. Il a dû commencer quelque part. Encore une fois,
Il existe une différence culturelle majeure, et je pense que cela a des racines profondes dans la société et la culture chinoise. Comme je l'ai dit, il y a des obligations que les familles ont et que les pères ont envers leurs fils et les fils envers leurs pères, qui n'ont aucun équivalent en Occident. Donc je ne pense pas qu'on doive comparer des choses qui sont en réalité très différentes, simplement parce que, comme je l'ai dit, il arrive que, vous savez, le fils de X s'élève. Je veux dire, la mécanique et la théorie derrière cela, la philosophie qui l'anime, sont fondamentalement différentes. Le népotisme en soi, je pense que c'est pas forcément totalement mauvais parce que, vous savez, il y a des gens, mon dentiste par exemple, son père et son grand-père étaient tous deux dentistes. Ça me dérange pas. C'est juste que dans le système politique, d'abord les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Une fois que vous devenez une personne puissante, il y a tellement de choses en jeu. Et c'est pour cela que les gens veulent que ce processus soit équitable et pas seulement ouvert à certains et fermé à tous les autres. Encore une fois, je veux être très prudent dans mes propos et je ne veux pas que mes paroles soient mal comprises. Mais l'approximation la plus proche en Occident de ce dont nous parlons en Chine est le concept aristocratique de noblesse oblige. Si vous appartenez à une certaine catégorie sociale, si votre père et votre grand-père en faisaient partie, alors vous avez une obligation morale, non seulement de poursuivre leur œuvre, mais de le faire bien. Je peux d'ailleurs en donner un très bon exemple. En Grande-Bretagne, dans le système juridique, dans le système judiciaire où j'ai travaillé pendant très très longtemps, il est juste de dire qu'environ la moitié des juges sont issus de dynasties juridiques qui remontent souvent très très loin, jusqu'au XVIIe siècle dans de nombreux cas. Et ce sont souvent les meilleurs juges pour cette même raison. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne le font pas par privilège, ils le font par devoir. Si vous avez vécu cela, vous le comprendrez instantanément, vous le comprendrez différemment. En Grèce, qui est une société profondément corrompue, et j'en ai bien peur de plus en plus aux États-Unis, c'est tout autre chose. Ce que vous avez, c'est une classe prédatrice de personnes qui ont pris le contrôle et qui veillent à ce que les avantages du système soient monopolisés par eux et qui ensuite transmettent ces avantages à leurs enfants. Il y a donc une différence, et c'est peut-être un historien de la culture qui pourrait mieux l'expliquer que moi. Oui, je veux dire, toute l'attente est différente, non? Absolument, oui, d'accord. Je veux dire que Xi Jinping déteste la corruption. Oui, absolument. Cela montre déjà qu'il ne correspond pas au système à la Andrew Cuomo, qu'il en est complètement différent. Oui, un mouvement politique qui a fait un effort majeur pour ne pas tolérer le népotisme en son sein, c'était le Parti communiste soviétique. Si vous regardez, vous verrez qu'aucune des personnes importantes du Parti communiste soviétique n'était le fils ou la fille de personnes précédemment importantes. On ne voit jamais cela. Et je sais qu'il existe une opinion selon laquelle, en fin de compte, cela l'a affaibli, parce qu'il a perdu ce vivier de personnes qui auraient pu être là, qui avaient un sens du devoir, un profond sens du devoir, et le sentiment profond qu'elles devaient œuvrer à sa préservation. Je voulais simplement souligner ce point parce que, vous savez, nous avons... Oui, des personnes comme Xi Jinping ont un intérêt personnel à améliorer le pays parce que son père, tu sais, a consacré toute sa vie, n'est-ce pas? Et certaines personnes ont perdu leur père ou leur grand-père dans ce combat. Donc, ils ont tout intérêt à voir la Chine devenir plus forte. Tu crois pas? Exactement. Oui? Exactement. Cela semblait admirable, mais cela a peut-être finalement relâché sa discipline à la fin. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Eh bien, absolument.
Gardez toujours à l'esprit que des personnes ayant le parcours de Xi Jinping constituent, dans une organisation comme le Parti communiste chinois, une très petite minorité. Mais elles sont toujours présentes. Et, si vous voulez, elles agissent comme une sorte de conscience du parti. Le juge fédéral a statué et il y a une affaire impliquant une entreprise d'IA, Anthropic. Donc, le juge fédéral a statué en faveur d'Anthropic dans une affaire historique de violation du droit d'auteur, disant en gros qu'Anthropic peut utiliser des livres. Le procès avait été intenté par un groupe d'auteurs accusant Anthropic d'utiliser leurs œuvres sans autorisation. Et donc, maintenant, le juge dit que c'est acceptable, qu'on peut faire ça, utiliser le travail d'autrui sans leur consentement pour entraîner un modèle d'IA. Bien sûr, on en a déjà parlé, le droit d'auteur est probablement en train de disparaître, parce qu'il me semble qu'au Royaume-Uni, ils sont soit en train de modifier, soit envisagent de modifier leurs lois sur le droit d'auteur pour les rendre plus favorables, vous savez, pour aider les entreprises d'IA. Donc maintenant, on a une vraie affaire. Et j'imagine qu'il y aura probablement un appel, donc ce n'est pas encore définitif. Mais malgré tout, il semble que les entreprises d'IA gagnent du terrain et on pourrait assister à la fin de tout droit d'auteur désormais. Est-ce bien cela? Absolument. Je le pense aussi. Encore une fois, c'est un système auquel la Chine est mieux adaptée que l'Occident. Car il faut comprendre que le droit d'auteur, les brevets et tout cela sont considérés en Occident comme des propriétés. Nous avons donc toujours eu beaucoup de difficultés en Occident à faire des compromis sur les droits de propriété. Et vous savez, c'est ce que Karl Marx disait il y a longtemps. Un système commence à se désagréger lorsqu'il n'est plus capable de s'adapter aux changements technologiques, scientifiques et sociaux. Et ici, nous en voyons juste un exemple. Oui, encore une chose. Revenons à Mabdani. Tu penses que les deux partis vont essayer de l'empêcher parce qu'il a gagné la primaire? D'accord. Mais maintenant, les deux partis vont essayer de l'empêcher de devenir maire, c'est bien ça? Absolument. Absolument. Peu importe le parti. Je veux dire, s'il gagne la primaire, vous verrez beaucoup de démocrates travailler pour faire élire le républicain. Oui. Et ça se passe à New York, d'ailleurs. Et en fait, le Parti démocrate a été, je ne sais pas, ils ont été fous. Souvenez-vous, en février de cette année, David Hogg, qui était un autre jeune homme, prometteur, a remporté la vice-présidence du DNC, puis ils ont simplement annulé cette élection, disant qu'ils invalidaient le résultat. Ils viennent juste de faire cela. Tout cela va se reproduire. Bien sûr, cela va rendre les gens amers et en colère. Encore une fois, s'il est apparu, c'est parce que les habitants de New York deviennent profondément insatisfaits et en colère contre un système politique qui ne répond pas à leurs attentes. Alors, ils écoutent cet homme, il dit des choses séduisantes. Il ne me semble pas être un révolutionnaire radical. Il n'est pas là pour renverser la Constitution ou faire quoi que ce soit de ce genre. Il veut réformer les systèmes pour les courses, ce qui j'imagine explique pourquoi les gens s'y intéressent. Mais il vient de l'extérieur du système. Dans son cas, il a des idées socialistes de gauche. Donc, ils vont tout faire pour l'écarter. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que certains commentateurs disaient que ce tout nouveau système de classement l'avait aussi aidé. Avant, on choisissait son candidat et on laissait les autres cases vides. Mais maintenant, on les classe. Qui est mon premier choix, mon deuxième choix, et ainsi de suite. Lors du dépouillement, disons qu'il y a 5 candidats. A, B, C, D et E. J'aime le candidat E, même s'il est plus populaire, ceux qui ont le plus de chances d'être élus sont probablement A et B. Mais j'aime E, donc je mets E en premier, mais je peux classer B en deuxième, par exemple. Avant, si on choisissait E, c'était presque comme si on gaspillait son vote, non? Now, in the past, if you pick E, you kind of like almost wasted your votes, right? Because the E is not going to
Parce que E ne va pas gagner, ça n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, avec ce système de classement, tu peux mettre E en premier choix, puis B en deuxième choix. Donc imaginons qu'après le premier tour de calcul, E arrive dernier, alors E est éliminé. E n'est donc plus en lice. Mais comme tu as choisi B en deuxième choix, ton vote va à B. Voilà comment je comprends ce système de classement. Maintenant, certains disent que c'est un meilleur système parce qu'il reflète mieux la volonté réelle des gens. Parce que, avant, si je n'aimais aucun des candidats mais que je ne voulais pas gaspiller mon vote, je devais choisir entre les deux principaux candidats. Mais maintenant, tu peux vraiment choisir en fonction de tes préférences. Certains disent que ce système l'a aidé. Pensez-vous que cela pourrait être une amélioration pour notre... Eh bien, c'est possible. Et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il a gagné, car cela semble avoir été inattendu. Donc je peux comprendre cela. Je peux tout à fait le comprendre. Ce que je pense que cela aurait fait, c'est l'aider à percer, car il est clair que maintenant qu'il est arrivé à la position qu'il occupe, il attire en fait non seulement des votes de préférence, mais aussi des votes positifs. Les gens disent, eh bien, regardez, il peut vraiment gagner maintenant. Donc j'aime ce qu'il dit, alors je vais le soutenir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Corbyn en Grande-Bretagne. D'ailleurs, lorsqu'il a commencé à remporter les primaires pour devenir chef du Parti travailliste. Les gens le soutenaient, non pas parce qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'il gagne au départ, mais parce qu'il était connu pour être un homme sympathique et que ses opinions plaisaient. Pour cette raison, il obtenait des seconds votes. Puis, soudainement, il a percé. Et au moment où cela s'est produit, on a vu un immense élan de soutien venir de la base du parti, ce qui l'a propulsé à la direction. Ensuite, il est devenu évident, en 2017, qu'une grande partie de cet élan de soutien se reflétait dans les attitudes à travers tout le pays. Nous verrons bien, attendons de voir. Voyons en novembre s'il gagne. D'accord. Il s'est fait. D'accord. Parlons-en la prochaine fois et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sophia. On se parle la semaine prochaine. Au revoir.